Grandeur mécanique dimensionnelle. Pour maîtriser l'installation d'un système électrique et des machines, il est forcément nécessaire de maîtriser les caractéristiques et les notions qui permettent de dimensionner ces derniers. Voici les éléments à connaître pour y parvenir. Nous verrons également les caractéristiques mécaniques des systèmes électriques à connaître ainsi que les bases de la lecture de plans de bâtiments. Les puissances. La puissance est une notion fondamentale dans tout ce qui est mécanique. On la retrouve d'un point de vue électrique, mais également d'un point de vue mécanique. Les deux sont liés puisque la puissance mécanique et la puissance électriques sont liées pour la bonne raison que l'absorption de la puissance électrique permet à n'importe quel système de produire une puissance mécanique. En courant continu. Pour un appareil ou un système alimenté en courant continu, la puissance électrique absorbée sera donnée par la formule P est égale à U fois I. Puissance en watts, U en volts et I en ampères. Exemple, une lampe torche qui fonctionne avec une pile de 1,5 volts et de 0,2 ampères. La puissance absorbée est de 1,5 volts fois 0,2 ampères égale 0,3 watts. En courant alternatif. 2. Lors d'une alimentation en courant alternatif, le calcul est moins aisé. En effet, la notion de déphasage complique le calcul. Ainsi, nous allons retrouver deux possibilités de puissance. La puissance en alternatif monophasé et la puissance en alternatif triphasé. Dans le cas d'une puissance alternative monophasée, on n'a qu'une phase, la formule est donc P est égal à U fois I fois cos phi. Avec P en watts, U la tension en volts et I l'intensité en ampères. Phi le déphasage en degrés. Dans le cas d'une puissance alternative triphasée, trois phases, on multiplie la formule initiale par racine de 3. P est égal à U fois I fois cos phi fois racine de 3. P puissance en watts, U tension en volts, I intensité en ampères et phi déphasage en degrés. Fonctionnement d'un système, notion de rendement. Chaque système branché électriquement reçoit une puissance électrique, mais doit également en fournir une. Celle-ci peut être sous forme de lumière, ampoule, néon, mécanique, moteur, etc. La puissance que reçoit le système ne sera jamais égale à celle qu'il peut transmettre. En effet, chaque système perd de la puissance par perte de chaleur, frottement, etc. On note donc la notion de rendement, c'est-à-dire le ratio que présente le système entre la puissance qu'il reçoit et la puissance qu'il transmet. Rendement, c'est égal à toucher rectale, puissance transmise sur puissance reçue. Rendement N égale puissance transmise sur puissance reçue. Le rendement n'a pas d'unité. Exemple, si une lampe branchée sur une batterie en courant continu reçoit une intensité de 1,2 ampères et de 20 volts, et qu'elle fournit une puissance lumineuse de 15 watts, alors son rendement est 15 watts, donc puissance transmise sur puissance reçue, 1,2 ampères fois 20 volts. Ça sera égal à 0,625, le rendement. Rendement N. On voit donc qu'il est important de tendre vers des systèmes ayant le meilleur rendement possible afin de diminuer au maximum les pertes d'énergie, c'est-à-dire l'électricité payée mais non utilisée. Or 2, la consommation d'énergie. La consommation d'énergie, E, l'énergie. Donc elle est c'est un sujet au cœur de l'actualité, mais comment se détermine-t-elle? Elle dépend tout simplement de deux facteurs, la puissance consommée et la durée de consommation. On retrouve la formule E est égale à P fois T, puissance fois le temps. Avec E, énergie consommée en joules, P, puissance absorbée en watts et T en secondes. Les valeurs en joules montant rapidement très haut, on utilise également un autre système d'unités qui consiste à exprimer les puissances en kilowatts. C'est-à-dire kilowatts, 1 kW c'est 1000 watts, et le temps en heures, 3600 secondes. Et donc l'énergie consommée en kilowattheure. Kilowattheure, c'est-à-dire que 1 kWh, c'est égal à combien de joules? 1 kWh est égal à 3 600 000 joules. Oui, oui, oui. Notion de couple pour un moteur. Bientôt, t'inquiète. Dans 10 minutes. Et après, c'est sûr, on le fait. Je fais ça et je suis à toi. Notion de couple pour un moteur. On entend régulièrement cette notion de couple pour le fonctionnement des moteurs. Le couple. Un couple est un effort en rotation appliqué à un axe qui l'entraîne. Un couple, c'est un effort en rotation appliqué à un axe qui l'entraîne. Plus celui-ci est important, plus il est dur d'arrêter le mouvement de rotation. Plus le couple est important, plus il est dur d'arrêter le mouvement de rotation. Ce couple noté C est exprimé en newton fois des mètres. Newton-mètre. Et surtout pas en newton par mètre. C'est newton fois mètre. Puisqu'ici, il est question de multiplier une force en newton à une distance, ou bras de levier exprimé en mètres. Ainsi, plus le bras de levier est important, plus le couple en résultant est important. Puisque couple, c'est égal à la force fois le bras de levier.
Force en newton fois bras de levier en mètres. Plus le bras de levier est important, plus le couple en résultant est important. Nous pouvons retourner cette notion dans la vie de tous les jours. Avec par exemple le desserrage d'une vis. Desserrage d'une vis. Si celle-ci est trop serrée, nous ne pouvons pas la dévisser avec une clé classique. En revanche, en rajoutant un tube autour de la clé, nous avons plus de prise et le desserrage se fait facilement. Ce phénomène est un exemple de couple. Puisqu'en augmentant le bras de levier de notre force de serrage, on a un couple suffisant pour desserrer la vis. Exemple de calcul. Un plongeur au bord de la planche. Rappel important. La notion de gravité s'applique à tout solide sur Terre. Pour savoir l'effort que vous exercez sur ce support, il vous suffit de prendre votre masse en kilos et de la multiplier par la constante gravitationnelle invariable G égale à 9,81. Donc si ce plongeur pèse 80 kg et qu'il se trouve à 2 mètres au bord de la planche, alors le couple exercé par le plongeur sur la fixation de la planche sera C est égal à force fois distance. Force est égal à 80 fois 9,81, donc ça c'est pour avoir des newtons, et par mètre fois 2. C est égal à 1569,6 newtons fois des mètres. Tâchons maintenant de l'appliquer à un moteur de voiture, de ventilation, de ventilateur, de jouet, etc. Le couple devient un élément primordial dans la puissance que développe ce moteur. En effet, pour de la puissance mécanique, nous retrouvons la formule P est égale à C fois W. Avec P la puissance en watts, C le couple en newtons fois des mètres, et W la vitesse de rotation du moteur en radians par seconde. P est égal à CW, C fois W. La notion de radians par seconde n'est pas commune. Celle de tours par minute, le nombre de tours fait par le moteur en une minute, l'est beaucoup plus. Pour convertir les radians par seconde en tours par minute, il faut multiplier par 30 et diviser par pi. C'est normal puisque on a, pour convertir les radians par seconde en tours par minute, radians par seconde en tours par minute, il faut diviser par 2pi, radians par seconde et en tours par minute, et il faut multiplier par 60. C'est logique. Multiplier par 60, c'est divisé par 2pi, donc 60 sur 2, ça fait 30. A l'inverse, pour passer de tours minute en radians par seconde, il faut multiplier par pi et diviser par 30. Exemple, un moteur tourne à 1200 tours par minute en radians par seconde, cela correspond à W égale 1200 fois 3,14 sur 30 et égale 125,6 radians par seconde. Si l'on revient au moteur et à la puissance mécanique qu'il déploie, il faut opter pour un couple élevé. Pour ceux qui doivent générer des efforts importants, comme les moteurs de camions ou tracteurs qui tractent les remorques, au détriment d'une vitesse de rotation importante, comme les moteurs diesel. Ce faisant, le moteur ne patine pas. On peut également remarquer que sur un moteur de petite envergure, dans l'électroménager ou les jouets par exemple, à puissance mécanique égale, le système qui a le couple le plus important sera le plus difficile à freiner. Preuve que le couple est plus entraînant que la vitesse de rotation. Exemple de calcul. Un moteur ayant un couple de 15 newtons par mètre tourne à une vitesse de 1000 tours par minute. Pour calculer la puissance transmise, on a P est égal à C fois W. Puissance égale GV. P est égal à C fois W, donc P est égal à C, le couple, donc 15 newtons par mètre, fois W, donc on a 1000 tours par minute, donc ça fera 1000 fois pi sur 30. Parce qu'en gros, on a les tours par minute, il faut les convertir en radians par seconde. Donc P est égal à 1570 watts. Notion de chevaux. En automobile, on retrouve souvent la notion de chevaux ou chevaux-vapeur pour un véhicule. Cela n'est ni plus ni moins que la puissance du moteur en kilowatts.
Les autres grandeurs mécaniques. La force. Une force est une action mécanique qui peut modifier ou donner de la vitesse à un corps, ou parfois une interaction entre deux corps. Elle est exprimée en newton, N. Au niveau des forces les plus connues, on retrouve la force gravitationnelle qui attire tout corps au sol de la surface terrestre. Si on pousse un objet ou si on tape dessus, on génère une force qui va donner de la vitesse à ce solide ou alors l'endommager. Soit donner de la vitesse, soit l'endommager, s'il ne peut pas bouger. La pression. La notion de pression définit une force répartie sur une surface plane. Elle est définie en pascal, la pression en pascal, voire en bar, ce qui correspond à 10 puissance 5 pascal. Un bar équivaut à 10 puissance 5 pascal. On la détermine par la formule P est égal à force sur surface. Avec P, la pression en NPa, 10 puissance 6 pascal, et force en newton, et S en millimètres carrés. Ainsi, plus la surface qui subit est faible, plus la contrainte est élevée. Plus il y a de pression forcément, plus la surface qui subit est faible, plus la contrainte est élevée. Cette notion de pression est primordiale dans les choix des vérins. Système industriel qui génère des mouvements de translation au système industriel. Le gars. Sur un vérin, on applique une pression pneumatique avec de l'air ou hydraulique avec un liquide pour faire sortir une tige en translation. Les dimensions. 3. Au niveau des dimensions d'un bâtiment, on peut retrouver différents éléments, la longueur, la largeur et la hauteur. Ces éléments déterminent le volume, mais aussi la surface du bâtiment. La surface, justement, est donnée par la formule bâtiment rectangulaire est égal à surface est égal à longueur fois largeur. Surface en mètres carrés avec longueur et largeur en mètres. Un bâtiment cylindrique, surface est égal à... J'arrive donne-moi 5 minutes. Pierre carré. Pierre carré, surface en mètres carrés et R en mètres. Notons que la formule de la surface cylindrique peut aussi être calculée avec le diamètre, c'est-à-dire S est égal à... Bon, ça, on s'en fout. Ça, c'est de la merde, je crois qu'ils ont mis. S est égal à pi fois diamètre carré sur 4. J'ai un petit doute quand même. Ah, mais si, tu mets R, c'est quoi? Ça fait carré et carré, donc ça fait diamètre carré sur 2 fois 2, 4. Donc oui, donc S est égal à pi fois diamètre carré sur 4, donc évidemment. Le volume, quant à lui, se base sur les dimensions de la surface que l'on vient multiplier par la hauteur. Le volume, donc c'est égal à la surface fois la hauteur, donc se base sur les dimensions de la surface que l'on vient multiplier par la hauteur, peu importe que l'on soit dans un bâtiment cylindrique ou rectangulaire, donc surface fois hauteur. Avec volume en mètres cubes, S en mètres carrés et hauteur en mètres. Les différents appareils de mesure. Nous allons maintenant voir ce qui est nécessaire pour mesurer ces différents éléments mécaniques et électriques. Pour le couple, nous allons utiliser un capteur ou un couple-mètre. Le capteur se place sur le système à étudier et le couple-mètre affiche en permanence la valeur du couple à l'instant T. Il se peut, selon le système, qu'il affiche également l'angle de rotation du système. Pour ce qui est du capteur, il peut être statique ou dynamique. Un capteur dynamique est plus fiable et plus précis. Pour la force, voici un exemple, donc là oui, il faut regarder la photo, couple-mètre. Pour la force, pour la mesure de la force, on se sert d'un dynamomètre. Ce système peut être mécanique, mais on trouve de plus en plus de modèles numériques. On se sert d'un ressort dont les caractéristiques, notamment de raideur, sont connues afin de mesurer la force que le système exerce. Cette valeur est ensuite affichée en temps réel. Dynamomètre numérique à main pour la mesure de la force. Et là, on a un dynamomètre pour la vitesse. Pour la mesure de la vitesse, on utilise un tachymètre qui permet d'afficher en temps réel la valeur de la vitesse d'un système. Ce procédé est également très intéressant car en déterminant une vitesse constante,
Il permet également de mesurer des distances grâce à la formule vitesse est égale à distance sur le temps. Avec vitesse en mètres par seconde, et d en mètres et t en secondes. Donc, les grandeurs dimensionnelles. Dans les caractéristiques dimensionnelles de l'environnement des opérations, on retrouve des notions bien connues et qui parlent à tout le monde. Longueur, surface, hauteur. Longueur, largeur. La longueur d'un quartier ou d'un bâtiment se mesure en mètres, voire en kilomètres dans le cas des quartiers vraiment importants. Les surfaces, la surface à calculer dépend du type de forme du bâtiment ou du quartier. Petit rappel des différentes formules. Carré, côté fois côté, rectangle, longueur fois largeur, cercle. La surface d'un cercle, c'est égal à pi fois r carré. Et pour un bâtiment, la surface est exprimée en mètres carrés. Mais dans le cas de parcelles ou de quartiers, on peut utiliser des kilomètres carrés ou même des hectares. Un hectare, c'est égal à 10 000 mètres carrés, c'est-à-dire 100 mètres fois 100 mètres. Un hectare, 10 000 mètres carrés, 100 mètres fois 100 mètres. Notons que pour des bâtiments, pour donner la surface d'une pièce ou d'un bâtiment, il faut prendre sa surface utile. Pour donner la surface d'une pièce ou d'un bâtiment, prendre la surface utile, c'est-à-dire la surface entre les murs. L'épaisseur doit donc être systématiquement retirée du calcul de la surface utile. La hauteur et le volume. La hauteur d'une pièce ou d'un bâtiment est donnée en mètres. Pour ce qui est du bâtiment, la hauteur se calcule évidemment au sommet du point le plus haut du bâtiment. Pour ce qui est des pièces, la hauteur peut varier puisque la hauteur sous plafond n'est pas toujours constante. Pour calculer le volume de la pièce, il faut donc prendre la hauteur sous plafond. Rappel, pour calculer le volume d'une pièce ou d'un bâtiment, on multiplie la surface par la hauteur. Le résultat est donc donné en mètres cubes.